Alors, bienvenue dans cette masterclass sur le photojournalisme et toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans ce métier, notamment en 2025, puisque au moment où on enregistre ensemble ce cours, cet atelier, ben, on est tout début 2025, le 6 janvier 2025, et nouvelle année commence. Et pour plusieurs d'entre vous, peut-être, il y a la bonne résolution, ou en tout cas l'objectif, de devenir photojournaliste. Euh, et de vivre de ce métier. Alors, hop, je vais juste arrêter le truc. Bah, parfait. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y reviendrai surtout à la fin, parce il y aura une grosse session questions-réponses à la fin. Et on va commencer tout de suite avec une première question, c'est à qui s'adresse cette masterclass? Donc, il y a deux possibilités pour lesquelles vous êtes ici ce soir. Soit vous êtes photographe professionnel en devenir, vous n'êtes pas encore lancé comme professionnel, vous avez besoin de conseils et d'informations avant de le faire, ce qui est compréhensible, hein, c'est tout à fait normal. Ou alors, vous êtes peut-être déjà photographe professionnel, peut-être que vous faites du mariage, du corpo, du corporate, peut-être que vous faites du portrait, de la photo packshot ou plein d'autres choses, et vous voulez vous développer cette partie photojournaliste dans votre activité, ce qui est possible aussi parce que, honnêtement, la plupart des photographes de presse aujourd'hui font autre chose que de la presse en parallèle. Soit il y a des photographes qui font du mariage, qui font de la photo d'entreprise, qui font autre chose, quoi. Donc c'est intéressant aussi, j'ai formé pas mal de gens qui venaient d'autres professions, donc ça peut vous intéresser à tous. Déjà, première question, et je vais relancer un sondage, tiens, pour savoir un peu plus de choses sur vous, là. Quel est votre statut? Et je vous lance le truc. Alors, est-ce que vous êtes artiste-auteur? Est-ce que vous êtes micro-entrepreneur, auto-entrepreneur? Ou en société, ou est-ce que vous êtes déjà photojournaliste ou pas encore photographe pro? Dites-moi dans le sondage, ça m'intéresse. Étudiant aussi, étudiant, ça compte pas encore photographe pro. Alors, ok, on a une majorité de photographes pas encore lancés. Ouais, les journalistes indépendants, apprenti photographe. Ok, intéressant. 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 Bon, vous le savez peut-être, là j'ai mis volontairement les trois statuts qu'on peut avoir en quelque sorte quand on est photographe. Mais sachant qu'on peut être des trois en même temps. Ça, je sais pas si vous le savez, une première info. Il y a beaucoup de questions dans ce sens-là quand on se lance, on sait pas trop comment facturer, on sait pas trop quel statut prendre. Très grossièrement, soit vous travaillez que pour des entreprises, essentiellement. Vous faites pas de particulier, vous faites pas de mariage, ce genre de choses. C'est mieux de se mettre artiste-auteur parce que vous pouvez vendre des droits d'auteur et c'est assez avantageux en termes de protection sociale et de charges sociales. Si au contraire, vous faites un peu de tout, vous vendez à la fois des droits d'auteur pour les entreprises, vous bossez pour des particuliers, vous faites du mariage, etc., c'est mieux d'être auto-entrepreneur parce qu'on peut faire tout. Il y a des petites subtilités sur des questions fiscales, mais là, je ne vais pas rentrer en détail. Et si vous travaillez pour la presse, vous êtes payé en salaire, vous êtes photojournaliste. Et être photojournaliste, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où il n'y a pas de statut à avoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro SIRET, vous n'avez pas besoin de faire de démarches administratives pour être photojournaliste. Il suffit juste qu'un employeur vous paye en salaire et hop, vous êtes photojournaliste. Donc voilà. Donc moi pour ma part, j'ai trois statuts parce que j'ai une entreprise. J'ai aussi un compte d'auteur parce que je touche du droit d'auteur et je suis photojournaliste. C'est la majorité de mes revenus aujourd'hui, un salaire presse avec une carte de presse. Donc on en parlera un peu plus tard aussi. Une façon de cumuler les trois statuts. Ok. Euh, Très bien. La promesse de cette conférence, la promesse de cette masterclass, c'est de faire le point sur toutes les étapes qu'il faut mettre en place si vous voulez apprendre à vivre de la photo et du photojournalisme sans être connu, sans avoir de nom, sans vous appeler, je ne vais pas citer des noms de photographes très connus, mais vous le connaissez, je pense, sans avoir de réseau ou sans avoir besoin de matériel très cher.
Parce que c'est principalement ce qui nous empêche de nous lancer quand on a envie de se lancer dans ce projet-là, c'est on a peur de dire, on se dit tout de suite, je suis personne, je suis pas connu, j'ai pas de réseau, j'ai même pas le matos. En fait, sans avoir tout ça, on peut se lancer. Et au fur et à mesure, vous allez voir que c'est pas du tout un obstacle et qu'on peut accumuler non seulement ce réseau, mais aussi cette comment dire, cette expérience qui fait ensuite que vous avez un nom. Donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Donc je m'appelle Fred, je suis photographe depuis maintenant une douzaine ou quasiment 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant même. Je me suis lancé après une fac d'histoire géo, puis un master de journalisme à Sciences Po à Toulouse, où je suis professeur maintenant depuis, professeur vacataire, enseignant, depuis maintenant 8 ans, je crois, hein, 7-8 ans, où je donne des cours de photojournalisme. Donc ce que je vais partager avec vous, c'est une partie de ce que j'apprends aux élèves de 5e année en journalisme, sur la partie photojournalisme. En parallèle, j'ai monté 2 entreprises. Une première qui fait de la formation et de l'accompagnement pour photographes, et notamment le collectif DR, qui est une agence de photoreporters, donc j'en parlerai un peu après, qui compte à peu près 65, 66 photographes, aujourd'hui fin 2024, début 2025. Et j'ai monté un média qui s'appelle Défense Zone, qui est un magazine papier, qui ressemble à ça, à peu près. C'est un magazine trimestriel qu'on sort en kiosque et un magazine en ligne avec des podcasts, des vidéos, des reportages, etc. Et à côté, j'ai écrit plusieurs livres, notamment Les secrets du photoreportage, qui a été publié par les éditions Erol, dans la collection Les Secrets. Donc peut-être que vous connaissez cette collection, les secrets de la photo de mariage, la photo de portrait, la photo d'animaux, etc. Bah, il y a aussi les secrets du photoreportage, dans lequel il y a pas mal d'informations. Donc si vous voulez consulter ce bouquin, vous verrez pas mal d'infos. Et j'ai la chance d'avoir la carte de presse depuis maintenant. Ma première carte de presse date de 2014. Donc ça va faire 11 ans maintenant. Donc c'est assez cool. Et voilà. Petit parcours rapide. J'ai commencé le journalisme en étant correspondant de presse. Donc là, vous me voyez sans barbe. C'est toujours un peu bizarre. On a l'impression que j'ai 5 ans. Bon, en gros, j'en ai pas 5 ans, mais j'en ai 20 et quelques. Euh, et j'ai commencé donc en étant correspondant de presse. Donc j'ai bossé pour ce média. J'allais dire ce petit média, mais c'est quand même un gros média de presse quotidienne régionale, la PQR, la Dépêche du Midi, la Détresse du Midi, comme on dit entre nous. Et j'ai appris comme ça les bases du journalisme, ce qui m'a amené ensuite à avoir plusieurs publications dans la plupart des médias en France et une partie à l'étranger. Et quelques années après, j'ai eu la chance de publier dans National Geographic, qui était un de mes objectifs, qui est un objectif de pas mal de gens, je pense, quand on se lance dans ce métier. Euh, mais ça demande quand même pas mal de préparation, pas mal de reportages en amont, et de suivre pas mal de conseils que je vais partager avec vous dans la soirée. Pourquoi j'ai choisi ce métier et pourquoi c'est intéressant de se lancer dans le photojournalisme? Pourquoi c'est quelque chose que je vous conseille? Euh, donc ça, déjà parce que ça vous permet de vivre des aventures uniques. Vous allez pouvoir voyager, accéder à des endroits où très peu de gens ont accès. Là, par exemple, c'est une image que j'ai réalisée au Mali. Enfin, plus précisément, c'est entre la frontière et le Mali entre le Mali et le Niger et le Burkina Faso. C'est la zone des 3 frontières. C'est une zone où l'armée française était déployée pendant pas mal de temps et est partie il n'y a pas très longtemps d'ailleurs mais qui était là pour lutter contre le terrorisme. Donc j'ai pu m'y rendre 3 fois d'ailleurs dans cet endroit pour différents médias, VSD, Les Échos, Le Pèlerin, de la presse spécialisée, puis ensuite mon propre magazine pour Défense Zone. Donc ça vous permet de vivre des aventures assez uniques, ça vous permet de rentrer dans les coulisses du monde, d'accéder à des conférences de presse qui sont accessibles qu'à des journalistes, accéder à des interviews de gens qui ne parlent pas à tout le monde. Vous allez voir concrètement ce qui se passe derrière les infos. Quand vous allumez la télé, bah, il se passe des trucs. Euh, les négociations entre chefs d'État, euh, les, euh, les négociations entre chefs d'entreprise. Voilà, il y a des choses, bien sûr, qui resteront inaccessibles complètement, mais vous allez avoir accès à pas mal d'informations que le commun des mortels n'a pas. Le photojournalisme et le journalisme plus largement
et ceux qui sont journalistes qui écoutent ce soir, je pense que le diront aussi, c'est une mission de vie, c'est plus qu'un métier traditionnel, c'est un métier où on doit aussi faire beaucoup de sacrifices, hein. On dit un peu adieu à sa vie privée, enfin sa vie privée non, mais à sa vie personnelle, on va dire. Euh, c'est compliqué de d'avoir du temps et d'avoir ses week-ends et parfois même ses nuits calmes quand on fait ce métier. Il faut accepter de bosser beaucoup. Mais c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui est très utile. Je dis pas que c'est le plus utile que notre métier, hein. Les boulangers, les chauffeurs de poids lourds sont aussi importants. Mais c'est un métier qui façonne la société. C'est pas pour rien qu'on parle de quatrième pouvoir quand on parle de journalisme. Euh, il y a beaucoup euh, de, de personnes malveillantes qui ont fini derrière les barreaux grâce à des enquêtes journalistiques. Il y a pas mal de choses qui sont allées dans le bon sens grâce aux journalistes. Il y a aussi beaucoup de mauvaises choses, forcément, hein, c'est le reflet de la société. Il y a des gens bien et des gens moins bien. Et c'est un métier qui permet de s'enrichir intellectuellement et socialement. C'est un métier qui est passionnant parce qu'on apprend en permanence des choses. On n'a pas d'autre choix que d'apprendre pour pouvoir informer. Si vous voulez informer les gens, il faut comprendre vous-même pour ensuite vulgariser. Donc ça demande de faire preuve de pédagogie, d'ouverture d'esprit. Donc c'est extrêmement intéressant pour s'enrichir intellectuellement et socialement. Et c'est un excellent métier pour être libre. Libre, encore une fois, intellectuellement, mais aussi financièrement, parce que quand vous êtes indépendant, vous choisissez avec qui vous voulez travailler. Si vous voulez pas travailler avec tel ou tel journal ou telle entreprise, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et plutôt pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des collègues de travail avec qui il faut faire, semblant d'être potes, la machine à café. Vous n'avez pas besoin de vous lever le matin à l'heure qu'on vous donne. Vous êtes indépendant, vous êtes responsable de vous-même. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est pas possible. Et moi, quand j'ai commencé aussi, on m'a donné tout un tas de raisons de ne pas me lancer, notamment de la part d'autres photographes qui étaient déjà dans la presse. C'est un peu dommage, mais euh, les gens un peu aigris ont tendance à dire que ça sert à rien de tester parce que ça marche pas, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la presse paye mal. Oui, c'est vrai. La presse paye mal en comparaison d'autres types de clients que vous pouvez avoir quand vous êtes photographe. Donc, si vous êtes photographe de mariage et que vous gagnez 1500, 2000, voire 3 4000 ou 5000 euros. Je connais des photographes qui font 5000 euros par mariage. Ben oui, c'est bien payé, c'est pas mal. 5000 euros de mariage, 5000 euros pour un week-end de photos et de traitement, etc. Euh, les photographes corpos diront pareil, hein, être payé 1000, 2000 euros parfois la journée. Moi, mon dernier plan corpo, c'était 5000 euros pour une journée de photos, de reportage. Donc c'est plutôt pas mal. La presse, c'est pas vraiment ça, hein. La presse, c'est plutôt 10 fois moins. Et encore, c'est plus dans les 100, 200 euros ou 500 euros maximum la journée, quand c'est des commandes. Et après, ça va de quelques centimes d'euros, les ventes de photos via des stocks, etc., à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros quand c'est des publications print. Donc, c'est pas énorme, mais ça permet quand même de gagner un peu d'argent et de se payer cette liberté. L'autre raison pour laquelle on dit que c'est impossible, c'est qu'il y a trop de concurrents. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de concurrents, mais il y a encore beaucoup de place aussi. La preuve, moi j'ai pu me lancer, d'autres ont pu se lancer. Tous les ans, il y a de nouvelles personnes qui se lancent. Il y a aussi beaucoup de gens qui abandonnent et qui laissent leur place. C'est un peu le cycle de la vie. Et du coup, si vous êtes motivé, il y a de la place, clairement. L'autre raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent, c'est que c'est trop dur. Et oui, la plupart des gens, pour la plupart des gens, c'est trop dur. C'est pas fait pour vous, pour la plupart des gens. Euh, les rédactions ne répondent pas. Ça, pour ceux qui ont déjà contacté des rédactions de magazines pour proposer des sujets, vous savez que 99% du temps, les gens répondent pas. Oui, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on s'y prend mal. Concrètement, euh, moi, les premiers mails que j'envoyais, j'avais zéro réponse. Quand j'ai commencé à avoir des réponses, quand j'ai commencé à vendre des photos, j'ai demandé aux gens pourquoi ils me répondaient pas avant, et j'ai compris ce que je faisais mal. Et du coup, j'ai ajusté le tir et je le faisais mieux la prochaine fois. Et c'est ce que j'apprends aux gens à faire aujourd'hui, à s'y prendre bien, à avoir une posture de professionnel, parce que sinon ça marche pas. Si vous démarchez des rédactions sans savoir comment faire, au pire, enfin au mieux, vous aurez juste pas de réponse. Au pire, vous allez vous griller parce que vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas professionnel et qui sait pas présenter son travail. Et donc du coup, vous serez pas dans la tête des gens quand il y aura besoin de quelqu'un pour faire des photos. Et les autres disent que c'est impossible autour de vous.
Ça, c'est un petit florilège de commentaires que j'ai quand je fais de la pub Facebook, justement, pour proposer des conseils pour faire ce genre de masterclass. Et voici ce que je peux lire de gens très sympas qui pensent que c'est une arnaque, qui m'insultent, qui me traitent d'arnaqueur, etc. Donc, bienvenue dans mon arnaque. Et oui, forcément, ils vont faire ça parce que eux-mêmes n'y arrivent pas. Globalement, c'est ce qui se passe, hein. Par curiosité, quand je vais sur le compte des gens, bon, c'est un peu triste, quoi. Voilà, concrètement. Le game changer pour moi, ce qui a fait que ça a fonctionné, enfin, ce qui a fait que j'ai compris que ça allait fonctionner, c'est quand j'ai compris que c'était possible d'y arriver. C'est quand j'ai rencontré des gens qui gagnaient plusieurs milliers d'euros avec des reportages photos. Quand j'ai commencé à gagner des milliers d'euros avec des reportages photos, euh, et quand j'ai commencé à appliquer les méthodes, tout simplement. Euh, donc, c'est le premier truc que je vais raconter, enfin, que je vous conseille, enfin, qu'il faut comprendre, c'est même si vous trouvez que ce que je vous dis est intéressant et je comprends que vous êtes pas là pour me croire sur parole, et il y a peu de chances que vous croyez tant que vous n'avez pas vu, tant que vous n'avez pas vu vous-même les résultats. Ça à gauche, c'est ma première publication, ma première vraie publication, on va dire, parce que j'avais deux, trois trucs à droite à gauche, mais c'est mon premier reportage dans un vrai magazine que je trouvais pertinent, qui était tiré à 4 millions d'exemplaires dans le monde, qui est le Red Bulletin, qui est un magazine qui est un supplément distribué avec l'équipe. Je sais plus quel jour, je crois que ça a changé plein de fois, je crois que c'est mercredi. Et c'est traduit dans plein de langues, donc tiré à 4 millions 5 d'exemplaires à l'époque. Et quand j'ai publié ce reportage, ça a été publié sur 8 pages, 8, et j'ai été payé 3 500 euros. Avec le recul, c'est assez peu par rapport au tirage, c'est sûr, mais quand vous avez 20 ans et vous gagnez 3 500 euros pour un tournage, enfin pour un reportage que vous avez fait en une semaine avec des amis sur une falaise, et que vous avez eu zéro frais parce que vous dormiez dehors, c'est plutôt pas mal, quoi. Euh, à droite, c'est un petit florilège des publications que j'ai eues ces quelques dernières années. Ça n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. Mais j'ai moins produit aussi ces dernières années parce que ces 2 dernières années parce que je me suis focalisé sur le magazine et sur mon agence. Mais ça, c'est à peu près 3 4 ans de publication dans tous ces titres que vous pouvez voir, Géo, VSD, Paris Match, Libé, Parisien, Figaro, etc. Je vais être encore plus transparent. J'avais montré ça dans un mail parce que ça me gonflait de voir les gens me traiter de mytho ou dire que je vendais du rêve. Donc j'ai carrément mis une capture d'écran de ma déclaration d'impôt. Je crois que c'est en 2020 ou 2019, tout comme ça. Pour montrer que oui, les salaires presse, ça marche pour de vrai, que je pipote pas, que c'est la majorité de mes revenus, euh, et que derrière, c'est que ma carte de presse, je l'ai pas volée, quoi. Donc voilà, vous pouvez voir que ça paye, mine de rien, la presse, ça payera moins que du mariage, ça payera moins que du corporate, c'est sûr, mais ça paye quand même, et surtout, vous avez la capacité d'être libre, d'être un pigiste. Donc voilà. Et Darzing dans le chat qui me dit bravo pour ce slide, on parle enfin d'argent dans le métier sans complexe. Alors, figure-toi que ça m'a coûté quelques petits soucis de parler d'argent assez rapidement dans ma carrière parce qu'après on me traitait de businessman, on me disait que j'étais pas vraiment photographe, etc. Bon, après j'ai grandi et j'ai appris à faire la part des choses avec les haters, etc. Mais en fait, oui, si vous pensez pas à l'argent quand vous vous lancez dans ce métier, ça va être un peu compliqué parce que à un moment donné, il faut payer vos factures, faut même mettre de l'argent un peu de côté pour payer les imprévus, payer les problèmes, enfin financer votre train de vie, votre famille, etc. Donc si on parle pas d'argent, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis transparent avec vous. Il y a certains qui vont dire que 27 000 balles sur une année, c'est pas beaucoup. Oui, mais quand on a la vingtaine, c'est plutôt pas mal. Et quand on se bouge un peu plus le cul, on peut avoir mieux. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, du coup, c'est cool. Euh, ça, c'est si vous allez sur le site du collectif DR, donc qui est l'agence de presse que j'ai montée il y a maintenant 5 ans, vous irez dans l'onglet, vous pouvez voir dans l'onglet publications, vous verrez les publications de certaines qui sont à moi et d'autres, surtout les autres, qui sont celles des autres photographes que j'ai accompagnés, que j'ai aidés. Vous verrez que ça fonctionne plutôt bien pour eux. Certains ont beaucoup de publications, d'autres un peu moins. Tous n'ont pas le même volume de travail aussi, n'ont pas les mêmes spécialités. Mais voilà, pour vous montrer que ce que je dis, c'est pas du vent. Ça fonctionne vraiment. Les gens ont des publications, il n'y a pas que moi. Je suis pas une anomalie.
je suis loin d'être le meilleur et je suis loin d'être le meilleur en termes de résultats. Dans l'agence, il y a des gens qui publient beaucoup plus que moi parce qu'ils produisent beaucoup plus que moi et je suis fier d'eux, je suis content. Je suis très content de voir ça, c'est pour ça que je vous le partage. Tout ça pour dire que c'est possible quand on a les bonnes méthodes, quand on travaille sans relâche et surtout quand on n'abandonne pas. Parce que le problème, c'est l'abandon en fait, hein. C'est le seul moment où vous allez faire échec, c'est quand vous allez abandonner. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent avant d'avoir trouvé la bonne méthode et avant d'avoir obtenu les premiers résultats. Ça prend du temps et ça demande de l'investissement. En termes de temps, en argent aussi, parce que vous allez devoir avancer beaucoup de frais pour produire vos reportages. Ça, c'est la grosse problématique du photojournalisme, c'est que ça, c'est un sport de riches, concrètement. Ça te demande d'avoir quand même un peu de matos, même si on va voir que c'est pas le principal. Et ça demande quand même de payer des billets d'avion, des hôtels, de la bouffe, des frais pour produire des choses euh, et surtout investir son temps. Est-ce que déjà, dans le chat, ça vous dit tout ça, ça vous parle? Ouais, yes. Ok, très bien. Euh, Il y a 5 idées reçues qui font peur pas mal de gens pour se lancer. C'est un peu dommage. C'est que la première, c'est que les gens pensent que le photojournalisme, c'est forcément du reportage de guerre. Et en fait, pas du tout. Le reportage de guerre, ça représente même pas 3 à 4% de la production photographique de presse, et encore même 1%. Parce que même si on parle beaucoup des guerres, qu'on parle beaucoup du photojournalisme de guerre, quand vous allez dans un kiosque, bon courage pour trouver des photos de guerre. La plupart, c'est des portraits, des photos de sport, des photos euh, parfois d'animaux, de voitures, de paysages, de plein de trucs. Mais il y a assez peu de reporters de guerre. Et d'ailleurs, entre nous, le reportage de guerre, c'est le truc le plus cher, c'est le truc le moins rentable. Là, il faut être complètement transparent si on parle d'argent. Euh, les reporters de guerre ne gagnent pas, vraiment pas beaucoup d'argent. C'est très compliqué de gagner sa vie avec le reportage de guerre. Euh, Vous allez beaucoup plus dépenser d'argent que vous allez en gagner. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de, comment dire, euh, vous allez avoir vous allez payer un petit peu votre lifestyle dans le sens où, voilà, partir en zone de guerre, c'est quand même quelque chose que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie. Mais il faut comprendre que c'est payant tout ça, hein, que ça se paye très cher. Il faut payer un fixeur, il faut payer beaucoup de frais, il faut payer sa sécurité, des gilets pare-balles, des trucs comme ça. Ça coûte très cher. Et donc, c'est pas ça le photojournalisme. Donc, si vous dites, oui, mais moi, je veux pas être reporter de guerre, donc du coup, je veux pas être photojournaliste, vous faites complètement fausse route. Il y a des photojournalistes qui mettront jamais les pieds sur un territoire en guerre, qui n'ont pas du tout envie et qui ça se passe très bien pour eux. L'autre idée reçue, c'est qu'il faut avoir un nom ou qu'il faudrait faire partie d'une grande agence pour publier. Là, vous avez vu notre petite agence, le collectif DR, qui a à peine 5 ans, et commence à marcher, euh, a déjà des dizaines et des dizaines de publications. Vous pouvez scroller sur la page de publication pendant longtemps. Et encore, c'est pas complètement à jour, il manque des choses. Moi, par exemple, j'en ai mis 3 ou 4, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Euh, mais après, c'est un peu de la triche. Donc, vous verrez que ça fonctionne bien pour cette petite agence, ça marche pour plein de gens. Il n'y a pas besoin d'être chez Magnum ou Seven ou je sais pas où pour avoir des publications. C'est même presque l'inverse, parce que dans certaines agences, les canaux de diffusion sont pas les mêmes. Et certes, parfois c'est plus prestigieux, mais ça paye moins ou c'est moins récurrent, en fait. L'autre idée reçue, c'est que c'est un métier précaire et sous-payé. Là, je viens de vous montrer que non, ok, c'est pas précaire, c'est pas sous-payé. Par contre, c'est vrai que pour la plupart des gens qui ne se bougent pas, oui, ça reste précaire. Ça, c'est sûr. Euh, c'est sous-payé, pourquoi pas, sur la capacité, la quantité ou la qualité du travail, pourquoi pas, c'est discutable. Maintenant, encore une fois, on peut quand même gagner pas mal d'argent grâce à ça, donc c'est pas sous-payé. Euh, L'autre idée reçue, c'est qu'il faudrait faire une école photo ou de journalisme. C'est faux, dans le sens où la plupart des photojournalistes aujourd'hui, la plupart n'ont pas fait d'école photo, ou encore, n'ont encore moins fait d'école de journalisme. Moi, j'ai fait une école de journalisme, et encore, j'ai fait un master qui n'est pas reconnu par la profession. Donc, pour les puristes du journalisme, c'est pas une vraie école de journalisme, d'accord? Mais en fait, ça veut rien dire parce que ça reste un master de Sciences Po. Euh,
Et non pas que je défende ma paroisse, mais juste pour dire que la plupart des gens qui vivent correctement de ce métier n'ont pas forcément fait d'école, et encore moins des écoles photo ou de journalisme. Et l'autre idée reçue, c'est qu'il faut avoir du matériel très cher pour vivre de ce métier. Et je veux tout simplement vous montrer ces photos qui font partie d'un de mes derniers reportages que j'ai fait à Dubaï. Alors, je suis pas parti à Dubaï pour arrêter de payer des impôts et, euh, et vivre comme un influenceur, je vous rassure. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Par contre, j'ai fait plusieurs reportages sur place qui ont été publiés dans deux magazines, dans Le Monde des Ados et dans Capital, deux magazines en France. Et comme vous pouvez voir, ces photos, bon, elles sont correctes hein, en termes de qualité. Après, on pourra toujours juger de mon cadrage, etc. Le fait est qu'elles ont été publiées, qu'elles ont plu à des rédactions. Toutes ces photos, elles ont été faites avec un iPhone. Avec ça. Avec un iPhone à 900 balles. Donc, pas besoin d'avoir un DX ou un. Je me rappelle même plus des marques en fait. Je connais pas trop les marques à part Fuji parce que je suis ambassadeur chez eux. D'ailleurs, il faudra pas leur dire que les photos ont été faites avec un smartphone. Je compte sur vous. Euh, mais voilà. Donc, en fait, le matos, on s'en fout. Euh, on s'en fout. Ça dépend ce qu'on fait. Pour des photos de rue comme ça, ou des photos, il faut être un peu low profile. Un iPhone, ça marche très bien. Sortez un appareil photo pro à Dubaï ou même en Arabie Saoudite où j'ai fait ces photos, par exemple. Ça, c'est l'Arabie Saoudite. Donc en bas, c'est Médine. Hein. C'est la. J'ai plus le nom de la mosquée. C'est la mosquée où est enterré le prophète Mahomet. Et à droite, c'est la plus vieille mosquée au monde, qui est aussi en Arabie Saoudite, qui est lieu de pèlerinage pour les musulmans. Faites des photos avec un boîtier pro ici. Je pense que vous allez avoir des emmerdes avec les flics, avec la police religieuse, avec tout ça. Avec un iPhone, personne ne vous embête. Vous pouvez bosser tranquillement, faire votre boulot, faire des photos. Euh, donc, c'est pas le matériel qui compte. Après, sur certains reportages, bien sûr que le matériel compte. Euh, mon Fuji, il m'aide beaucoup dans plein de situations où l'iPhone ne peut pas suffire, forcément. Mais tout ça pour dire que pour démarrer, il n'y a pas besoin d'avoir un matos à 5 000 € le boîtier. Quand je vois les prix aujourd'hui des boîtiers, c'est juste délirant, quoi. Mettre 5 000 € dans un boîtier neuf quand vous vous lancez dans le photojournalisme, c'est la pire des erreurs, c'est la pire des conneries. Et je vous dis ça parce que j'ai vu plein de gens le faire. Il y a même une personne que j'avais aidée qui avait suivi mes formations, qui s'est acheté deux boîtiers neufs, alors même qu'elle était encore avec son chômage de son entreprise, en se disant c'est bon, j'ai encore 2 ans de chômage, je peux me permettre. Non, on ne peut pas te permettre. Tu peux pas te permettre. Donc, moi j'ai commencé par du matériel d'occasion. J'ai commencé par acheter des boîtiers d'occasion à Numérifaute, à Toulouse. Je leur fais un peu de pub, c'est un bon magasin. Euh, c'est la même boîte qu'Objectif Bastille à Paris, pour ceux qui sont à Paris. Voilà, et ils ont un parc d'occasion énorme. C'est des pros qui revendent leur matos quand ils veulent changer de matos, donc c'est du bon matos. J'ai acheté des optiques sur le Bon Coin, ça m'est arrivé, pour essayer de gratter un maximum d'argent. Et sur certains reportages, je bosse à l'iPhone et ça suffit largement. Donc le matos, c'est pas la question. Ok? La question, c'est plus ça, c'est comment concrètement on se lance, quoi. Concrètement, quoi. Euh, à Paris, c'est Objectif Bastille dans le chat. Je connais pas bien les autres magasins photo, désolé. Je mets pas trop les pieds, vous l'avez compris. Euh, les 5 étapes pour se lancer. Première étape, ça passe pas forcément par la formation à la photo et la formation au journalisme. Alors tout à l'heure, je disais, il faut pas faire des écoles, enfin ça sert à rien. C'est pas parce que je dis que les écoles sont pas efficaces qu'il faut pas se former. Il y a plein d'autres façons de se former à la photo et au journalisme. Il y a des cours en ligne. Moi, j'ai appris la photo en ligne. J'avais pas de cours photo quand j'étais en master journalisme. C'est moi qui les donne maintenant les cours. Mais quand j'étais, il n'y en avait pas. Donc j'ai appris en lisant des livres, en regardant des vidéos sur YouTube à l'époque. Il y en avait très peu, il y en avait un peu. En lisant des bouquins, en lisant des articles sur des blogs. Aujourd'hui, vous tapez formation photo, vous allez en voir des dizaines et des dizaines, plus ou moins bonnes, mais plein de gens qui vous apprendront les bases. Et apprendre les bases de la photo, c'est pas compliqué. Ça prend 10 minutes. L'ouverture, la vitesse, les ISO, c'est pas compliqué. Après, il faut partir sur le terrain, faire des photos, les montrer à des gens qui peuvent vous donner un avis objectif et intéressant.
ce que j'ai fait avec d'autres professionnels et ce que je fais aujourd'hui en tant qu'enseignant. Et là, vous allez pouvoir progresser. Et pareil pour le journalisme. Une école de journalisme peut servir, c'est un accélérateur, c'est sûr, même si ça prend un peu de temps et de l'argent. Mais vous avez des formations en ligne aussi, accélérées, pour permettre d'apprendre le journalisme. Deuxième étape, c'est s'équiper un minimum. Au minimum l'iPhone, mais ensuite, pour même pas, allez, 5, 600 ou 700 euros, vous pouvez vous équiper en matos d'occasion chez nos amis de Numérifaute ou d'Objectpassi ou ailleurs, ou sur Internet. Vous achetez un boîtier qui date un peu de, je sais pas, de 3, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ça marchera très bien. Prenez des objectifs d'occasion, ça marche très bien aussi. Et c'est parti, quoi. Mais ça demande de s'équiper un minimum, ça demande de mettre de l'argent là-dedans. On ne peut pas faire ça et devenir photographe, ok? Étape 3, ça va être de se spécialiser dans une thématique. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir une première thématique dans laquelle euh, vous allez devenir un spécialiste, un expert. Donc ça peut être l'environnement, ça peut être le sport, ça peut être la politique. Et après, ça peut être des sous-thématiques. Ça va être encore plus simple de se spécialiser. Plus la thématique sera précise, plus ça sera facile. Je parlais des formations après, si tu veux, Nora. Euh, Ensuite, étape 4, ça va être de devenir entrepreneur et se bouger le cul. Concrètement, de comprendre que euh, être journaliste, être photojournaliste indépendant, je parle en étant indépendant, pas salarié d'une rédaction, en ayant un contrat de travail à plein temps ou mi-temps. Je parle d'être pigiste, d'être indépendant. Ça veut dire être entrepreneur. Ça veut dire calculer, faire de la comptabilité, faire de la gestion d'entreprise, faire un peu à la fois de fiscalité pour comprendre un peu comment optimiser, ne serait-ce que pour gérer sa TVA, ce genre de conneries, ou payer ses impôts. Euh, et puis aussi pour gérer sa trésorerie, pour gérer son matos, enfin tous ces trucs-là. Donc ça demande d'être entrepreneur. Ça demande de comprendre même les questions légales aussi. Il y a plein d'obligations légales que vous avez, qu'on ne connaît pas forcément, mais nul n'est censé ignorer la loi, surtout en France. Donc il faut faire cette démarche proactive de se former, d'être bon en entrepreneuriat. Et ensuite, trouver des clients, etc. Et dernière étape, c'est de ne pas rester seul. Si vous restez seul dans votre coin, c'est mort. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait au début et que j'ai vite compris que c'était une erreur et je me suis vite rapproché de gens qui pouvaient m'aider. Et il y a pas mal de gens qui peuvent vous aider. Il suffit juste d'aller les chercher. Alors parlons un peu des formations. Le problème des formations qu'il va y avoir, et ce que je vais dire, c'est pas méchant ou c'est pas pour casser du sucre sur le dos de mes concurrents. C'est pas du tout ça. C'est juste pour vous aider à bien choisir les formations. Et j'oblige pas du tout à aller prendre les miennes. C'est pas une conférence pour vous vendre des formations. Je vais vous présenter ce que je fais, mais il n'y a pas d'offre promotionnelle. Il n'y a pas d'incitation à acheter quoi que ce soit. Je vous donne de la valeur. Et après, c'est vous qui voyez si vous avez envie de vous former. Et si vous ne formez pas chez moi, formez-vous ailleurs. Le but du jeu, c'est comprendre qu'il faut se former. Mais attention, on ne se forme pas avec n'importe qui. Il faut faire attention à tout ce qui est trop théorique ou trop généraliste. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème des formations sur le marché. Surtout les formations en école ou les organismes de formation qui sont très généralistes, qui vont vous apprendre à la fois la photo, mais aussi la peinture, la poterie, le je sais pas trop quoi. Bon, en général, c'est pas fou. Souvent, c'est des trucs qui sont pas assez approfondis. Euh, et quand c'est pas approfondi, c'est pas trop. Parfois, c'est trop long justement. Mais même si c'est long, c'est pas efficace. Ça, typiquement, c'est le problème des écoles. Euh, Même le master que j'ai fait en 2 ans, en 1 an et demi, parce qu'il y a une demi-année, un semestre qui est consacré au stage, ça c'est vachement bien. Je vous conseille de faire des stages en entreprise. Moi, j'ai bossé dans plein de rédactions. J'ai bossé au Midi Olympique, parce que j'aimais bien le rugby. J'ai bossé à la Dépêche, à la Tribune, à 20 minutes, à tous ces magazines-là. Donc c'est cool, ça apprend plein de choses. Mais les formations en école, c'est trop long. C'est trop long de faire des dizaines d'heures par semaine de cours, surtout des cours des fois qui servent à rien. Si vous voulez pas faire de radio, vous n'avez pas besoin de former à la radio. Mais si vous allez en école de journalisme, il faudra être bon un peu partout, en radio, en télé, en presse écrite, etc. Donc, si vous voulez gagner du temps, il y a des choses qui sont plus rapides. Et le problème des écoles aujourd'hui, c'est le principal problème, et le principal problème de toutes les formations quasiment que je connais, c'est qu'elles sont pas axées sur la vente. Qui parmi vous a fait une école photo, par exemple? Est-ce qu'il y a des photographes, là, dans le chat, qui ont fait une école photo? Ou un BTS en photo?
Ouais, Nora, Jérôme. Oh là, ça va vite. Jules, Nico, Charlotte. Est-ce que ceux qui ont fait une école photo, vous avez des cours de marketing, de gestion d'entreprise, d'apprendre à vendre vos photos, à faire du marketing, du copywriting? Ouais, ok. Certains oui, d'autres non. Oui, mais peu. Ok, très peu. Normal en fait. Pourquoi? Parce que pourquoi les écoles ont ce problème de pas avoir des profs qui vous apprennent à vendre des photos? La réponse est simple, et c'est un peu triste d'ailleurs. C'est que la plupart des profs dans les écoles photo et dans les écoles de journalisme, et je le vois parce que je donne des cours dans les écoles de journalisme, euh, c'est pour ça que je me mets en exception, la plupart sont pas vraiment des professionnels actifs. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de gens qui donnent que des cours, qui sont payés par les facs, ou par les universités ou par les écoles, et qui font plus de journalisme ou qui font plus de photographie à côté. Il y en a qui ont jamais fait de photographie de presse et qui vont gérer un cursus de photo et donc parler aussi de la photo de presse. Ça aussi, c'est marrant. Ce que je mis juste après, les formateurs imposteurs. Vous avez plein de formations. Quand vous voyez le cursus des gens, dites, mais what the fuck, quoi. Il y en a une là que j'ai vue il y a pas longtemps, je m'étais pas dedans. Je voyais les photographes qui participaient à la formation. Je connais leur travail, je connais leurs histoires. Putain, mais ces gens n'ont jamais vendu une photo eux-mêmes, en fait. Comment on peut apprendre aux autres à vendre des photos si on n'a jamais vendu des photos nous-mêmes? Et c'est le problème des formations qui est en ligne aujourd'hui. Euh, Vous avez vu forcément les pubs Facebook. Vous êtes arrivé bien une pub Facebook. Vous avez vu passer sûrement les pubs Facebook des marketeurs qui vous vendent des cours de crypto, qui vous apprennent le dropshipping, le business en ligne, etc. Le problème de la plupart de ces formations, c'est que les gens vendent des formations, enfin gagnent leur vie en vendant des formations. Euh, c'est un peu problématique. Moi, je fais de la formation, mais c'est pas la majorité de mes revenus. La majorité de mes revenus personnels, ça reste encore la presse, ça reste mon magazine et les magazines pour qui je travaille. Donc, c'est pas logique de donner des cours si on vend pas, on fait pas ce qu'on dit aux gens de faire, en fait. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Et dernier problème, c'est lié à notre cher gouvernement qui nous a imposé, nous les formateurs, à avoir un agrément qualité qui s'appelle Calliope. Vous avez peut-être vu ce logo déjà. C'est pareil avec le délire du CPF. Euh, Calliope, c'est un énorme problème pour la formation en France, alors que c'était censé résoudre ce problème. L'État, quand l'État a vu tout ce merdier qu'il y avait dans la formation, toutes ces arnaques, etc., ils ont dit, OK, on va imposer aux organismes de formation d'avoir un agrément qualité. Donc, on va obliger euh, ces gens-là à payer pour avoir un audit, parce que c'est payant, hein. Calliope, en gros, quand vous êtes un petit organisme de formation, vous commencez, vous payez entre 1 500 et 2 000 € pour payer quelqu'un qui vient dans votre boîte, qui regarde tous vos process et qui vous dit, OK, c'est qualité ou c'est pas qualité. Donc, moi, je l'ai fait l'année dernière. Spoiler, je l'ai eu. Euh, mais quand la personne a fait son audit, elle n'a pas du tout regardé les résultats qu'ont eu mes élèves, elle n'a pas du tout regardé le contenu des cours, elle a juste regardé si je cochais les cases des 23, 27, je sais plus combien de critères de qualité à respecter, des trucs administratifs, bureaucratiques qui disent qu'il faut présenter telle ligne sur la page de formation, il faut que le local de formation soit en norme incendie, il faut que machin. En fait, vous cochez toutes les cases, et à la fin, si vous avez toutes les cases cochées, hop, vous avez Calliope. Et là, vous allez pouvoir vendre à vos clients le fait que vous êtes processus certifié qualité. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est juste un truc bureaucratique, chiant et coûteux qu'on doit repayer tous les 3 ans. Donc c'est comme une licence de taxi. Si vous ne le payez pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc en fait, c'est une énorme arnaque. Donc moi, je l'ai fait, mais je pense que je le ferai pas tous les ans parce que ça me gonfle. Et la plupart des gens que j'ai chez moi ne cherchent pas à être remboursés, donc tant mieux. Les gens cherchent un retour sur investissement réel. Tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. Mais voilà. Et le problème, c'est que vous fiez pas, quand vous cherchez des formations, à ce truc-là. Euh, Tout le monde, quand il paye, alors c'est là où c'est encore plus drôle, c'est que l'arnaque va plus loin. C'est que si par exemple vous pouvez pas l'avoir parce que vraiment votre truc est une arnaque et vous pouvez pas montrer qu'il y a même ces process qualité mis en place, vous avez la possibilité de louer l'agrément de quelqu'un qui l'a.
Et du coup, vous laissez un énorme pourcentage de vos ventes à un organisme qui a déjà Calliope, ou le CPF, c'est pareil. Et vous pouvez du coup vendre vos trucs. Et la personne qui prend le risque touche une commission. Donc vous voyez un peu l'arnaque, en fait. Ça sert à rien, c'est pas le truc le plus significatif. Par contre, là où c'est un peu dommage, c'est que du coup, les gens qui peuvent faire rembourser leurs clients, donc Calliope, vont augmenter le tarif des formations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des formations sur le photojournalisme sont très chères. Si vous tapez formation photojournalisme, vous regardez, je ne vais pas donner de nom encore une fois, je ne vais pas faire de pub pour mes concurrents, surtout ceux que justement ne font pas les choses correctement, les formations sont très chères. Parce que les gens savent que vous, si vous êtes remboursé par votre organisme de formation, pas par votre OPCO, par l'AFDAS, le FAFCEA, etc., si tout ça, ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. N'ayez pas peur. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui sont auto-entrepreneurs connaissent le FAF, c'est vrai. Ceux qui sont photographes, auteurs connaissent l'AFDAS. Si l'AFDAS vous prend en charge une formation à 5 000 euros, vous n'avez pas 5 000 euros à sortir de votre poche, l'organisme de formation va facturer 5 000 euros. Il s'en fout. Donc c'est une grosse arnaque en fait. C'est juste, ça fait payer de l'argent à tout le monde pour au final pas grand-chose. Ok? Fin du chapitre sur Calliope. Euh, Tout ça pour dire que là, je vais vous donner concrètement la méthode rapide, enfin le plus rapidement possible, pour comprendre ce que vous allez apprendre dans une formation à 2-3 000 euros, remboursée par vos OPCO grâce au CPF ou Calliope. Ce que d'autres vont vous facturer, je vais vous le donner tout de suite gratuitement, c'est simple en fait. La méthode pour vendre des reportages à des magazines, c'est petit 1, vous allez choisir une thématique de reportage et vous allez choisir un angle journalistique pour traiter ce sujet. Est-ce que vous savez ce que c'est un angle journalistique? Dans le chat, dites-moi. Oui, non, 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 oui, non, non. Bon, majoritairement non, quand même. Je vous rassure, j'ai des élèves en 5e année de journalisme qui comprennent toujours pas ce que c'est un angle. Ça fait peur, hein. Ça fait vraiment flipper. Euh, et c'est vrai, c'est ça qui est pire. Euh, un angle journalistique, c'est quand vous choisissez sous quel angle, sous quel axe vous allez traiter une information. Et choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que vous allez choisir volontairement de ne pas parler de certaines choses pour montrer une seule partie du sujet. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, Si par exemple, vous voulez parler de... je réfléchis à un truc un peu trivial, mais... euh, si vous voulez parler de... J'ai sous les yeux un truc sur la... Un exemple que j'ai pris dans mon dernier magazine. Euh, on a fait un article, par exemple, sur la géostratégie de l'or. En gros, la géopolitique, la géostratégie de l'or dans le monde. Pour comprendre un peu les grandes questions de qui possède quoi en termes de ressources. Quand on doit traiter la question de l'or avec un angle journalistique, un angle géopolitique, géostratégique, on va se concentrer sur les rapports de force entre les États et on va pas parler du métal en soi, on va pas expliquer le process de fabrication de l'or. Enfin, de l'extraction de l'or, l'utilisation du mercure, etc. On va se concentrer sur les échanges commerciaux avec un angle économique, géostratégique. Ok. Si on voulait parler de l'or dans un magazine plus voyage, comme par exemple Géo, on parlerait des endroits où sont extraits l'or, les conséquences écologiques peut-être qui sont liées à ça, les conditions aussi humaines, pourquoi pas, mais c'est déjà un peu éloigné de la partie paysage-voyage. Vous voyez, donc en fait, pour chaque sujet, on peut trouver des angles journalistiques différents. Ça, c'est ce qu'on apprend à faire dans une école de journalisme. Et c'est ce qu'on apprend aussi au CFPJ ou dans des formations en ligne parfois, des mentorings, des tutorats, etc. Donc ça s'apprend en lisant les journaux, en suivant une formation qui n'est pas forcément très longue. Il n'y a pas besoin de faire 3 ans d'études pour comprendre ce que c'est un angle journalistique. En 1 heure ou deux, vous avez compris. Et en écrivant, en fait. OK?
Une fois qu'on a trouvé son angle de reportage, sachant qu'on peut trouver plusieurs angles, je reviens dessus rapidement parce que c'est important. Quand on est indépendant, le but du jeu, c'est de trouver des reportages, mais trouver plusieurs angles pour un même reportage. Ce qui fait que vous multipliez vos chances de vendre vos sujets. Typiquement, tout à l'heure, je vais revenir sur hop, ça, les deux publications sur le Capital et sur le monde des ados. On est au même endroit, au même moment, sauf que j'ai traité Dubaï d'un point de vue économique et technologique à travers un salon qui a eu lieu au moment où j'étais là pour Capital, qui est un magazine économique. Et j'ai traité Dubaï, euh, la ville qui pourrait ou pas devenir écologique, vaste question, pour le monde des ados, en montrant un petit peu les coulisses, enfin, ce qui se passe dans cette ville. D'accord? Donc pour un même sujet de reportage, on a deux angles différents. Et globalement, j'en avais plus juste que deux, hein. J'en avais beaucoup plus, j'avais 5, 6, une dizaine même. Après, tous les magazines ne prennent pas forcément. Mais plus vous avez de chances, plus vous avez d'angles, plus vous avez de chances de vendre. OK? Voilà, exactement, Jérôme. Ça dépend de la ligne éditoriale du journal. Euh, Ensuite, vous allez faire le sujet le mieux possible en ayant suivi un peu de formation sur le cadrage, sur... Il y a certaines choses qui sont euh, indispensables au métier de... Enfin, à la partie photographe de presse. Il y a des cadrages qui sont pas les mêmes qu'en photographie studio, ou en photographie de mariage, etc. Euh, Bah, ça, après, je vais pas rentrer en détail, ça prendrait plus qu'une heure, vous l'avez compris. Ça fait une heure qu'on est ensemble déjà. Je vais pas vous faire un cours de composition, mais il faut le faire au mieux. Ensuite, autre chose qu'on vous dit pas, qu'on vous dit dans les formations, et que vous trouverez pas forcément sur Internet comme ça en libre accès, c'est la question du synopsis. Un synopsis, est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, note d'intention. Comme au cinéma, oui, c'est un peu comme au cinéma. C'est vrai que c'est un terme qui vient du cinéma à la base, le synopsis. Quand vous allez au ciné, quand vous allez sur Allociné, pas leur faire de la pub, vous avez le pitch du sujet du film en 4-5 lignes. En fait, le synopsis, c'est un peu comme la bande-annonce du film en photojournalisme. Vous allez faire un joli PDF, un joli document sur PowerPoint, Canva, Keynote, ce que vous voulez, InDesign pour les plus acharnés. Et vous allez faire un PDF dans lequel vous allez mettre un texte et des photos. Vous allez mettre un texte qui fait à peu près entre 500 et 1500 signes. En général, c'est plus entre 500 et 1000. C'est assez court. Dans lequel vous allez mettre le... vous allez présenter l'angle du sujet et vous allez mettre tous les éléments qui permettront de faire un reportage, faire un article sur le sujet. Donc vous allez mettre ce qu'on appelle les 5 W. 5 W, je sais pas si ça vous parle, ce qu'on apprend en école de journalisme aussi en première année. C'est les où, quand, quoi, comment, when, why, where, why, etc. Ou, euh, c'est bien, là qui suit. Euh, Vous allez mettre en gros les éléments et surtout l'enjeu du sujet. C'est un truc qui manque beaucoup. Les gens comprennent pas, c'est quel est l'enjeu du sujet. Pourquoi il faut parler de ce sujet? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi c'est intéressant pour les lecteurs du journal d'avoir ce sujet? Une grosse erreur que font beaucoup de photographes de presse, et certains même du collectif qui continuent de faire, ceux qui viennent d'arriver il y a pas longtemps, euh, c'est de comprendre que c'est pas parce que ça vous intéresse à vous que c'est forcément intéressant pour les autres. Et c'est encore moins parce que ça vous tient à cœur à vous que ça va être vendu. Si ça vous tient à cœur, c'est bien, ça vous permet d'avancer, d'essayer de vendre le truc un peu mieux que si ça vous touchait pas, ça c'est sûr. Mais il faut écrire d'une façon à ce que ce soit intéressant. Quand vous voulez voir un film, vous regardez d'abord la bande-annonce. Si la bande-annonce est nulle, vous regardez pas le film. Bah, c'est pareil pour le synopsis. Le synopsis, c'est ce que vous allez vendre aux journaux pour essayer de vendre votre reportage. C'est un truc qui va tourner en conférence de rédaction, donc en réunion interne dans la rédaction. Et le rédacteur en chef tranchera ou pas si c'est intéressant ou pas. Si on n'a pas fait déjà les photos, c'est juste un texte, le synopsis. Mais moi, ce que j'apprends à mes élèves, ce que j'apprends aux gens dans le collectif, ce que j'apprends tout court, c'est à faire un sujet sur ses fonds propres, à produire le truc, même si c'est risqué. Et ensuite, faire le synopsis au mieux, faire le choix des photos, faire ce qu'on appelle un editing. Donc choisir les meilleures images, enlever celles qui sont superflues, qui n'aident pas à la compréhension, qui vont même noyer le sujet.
et ensuite mettre en page correctement, de façon un peu sexy, pour ensuite le proposer aux rédactions. Je reviendrai un peu sur ça, si vous voulez, à la fin dans les questions. S'il y a des questions plus précises, je répondrai à la fin. Euh, Ensuite, il faut le proposer aux rédactions, mais le faire correctement. Par mail, en général, même si on peut appeler aussi, mais des choses à dire, des choses à pas dire. Et des choses, les photographes, et je me mets dedans, on est nos pires ennemis. Euh, Avant de le comprendre, de l'expliquer aux gens, moi je faisais plein d'erreurs. Je me sabotais moi-même en disant des trucs qu'il faut pas que je dise. Euh, Par exemple, quand vous présentez un sujet, faut pas dire alors là, il y avait tel truc, mais j'ai pas pu le prendre en photo parce que c'était chiant ou c'était interdit, le mec voulait pas. Ça, faut surtout pas le dire. Les gens s'en foutent de vos excuses. Les gens veulent pas savoir ce que vous avez pas pu faire. Si vous en parlez, en plus, il faut le montrer. Donc ça fait partie des erreurs. Il y en a plein, plein, plein. Et enfin, dernière étape que la plupart des gens font mal aussi, c'est qu'il faut recommencer. C'est pas parce que vous vendez une fois un sujet qu'il faut pas le proposer ailleurs. Et ça, c'est un truc, même moi, j'ai ce problème encore assez régulièrement. Mais c'est humain, en fait. Dès que vous allez vendre une première fois un reportage, je sais pas ce qui se passe dans notre cerveau, mais on se dit tout de suite, ok, c'est fini, c'est game over. Enfin, c'est pas game over en mode c'est perdu, c'est gagné, j'ai fini mon niveau, je vais passer au niveau suivant, je change d'histoire, je fais autre chose. Et c'est une erreur, en fait. Quand vous avez vendu un sujet, il faut jamais s'arrêter de le proposer tant que vous l'avez pas vendu ailleurs. Et même à tout le monde, quelque part. Et un sujet pour de la presse quotidienne régionale, la PQR, pour nos amis de la détresse du midi, ça peut être un sujet qui peut être vendu aussi aux Parisiens, ça peut être vendu au Figaro, ça peut être vendu à Capital, ça peut être vendu au Pèlerin, ça peut être vendu à plein de gens, à condition de le reformater, de le vendre différemment, de l'améliorer, de le continuer, pourquoi pas. Il y a plein de gens qui continuent pas. Et moi, le premier, il y a des trucs, je m'en veux de pas continuer certains projets que je pourrais vendre assez facilement. Donc, ça a l'air simple comme ça, cette méthode en 5 points, mais je peux vous garantir que là, je vous fais gagner beaucoup de temps et que c'est un truc que j'aurais bien voulu connaître il y a 12 ans quand j'ai commencé, parce que on me l'a pas dit. Enfin, je l'ai appris au fur et à mesure, mais c'est vraiment le truc le plus simple, enfin le plus puissant. Euh, je revends pas avec je peux revendre avec le même angle, c'est possible, Mathilde, parfois, mais en général, je change quand même. Ou alors, j'améliore le sujet pour compléter l'histoire. C'est un peu comme si tu faisais la partie 1 et tu vendais la partie 2, tu vois. C'est comme tu faisais Squid Game saison 1 et tu vends Squid Game saison 2. Voilà. J'ai pas vu Squid Game d'ailleurs. Paraît que c'est bien. Euh, Question pour vous. Est-ce que j'ai préparé un sondage pour ça? Je me rappelle même plus. Si. Allez, on lance. Est-ce que vous voulez toujours devenir photojournaliste en 2025, maintenant que j'ai dit tout ça? Sachant que, euh, ouais, j'ai pas trop parlé du côté négatif parce que, enfin, vous avez compris quand même, ça demande du boulot, du sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui partent en burn-out. Putain, je dis tout ça et les gens disent oui, oui, oui. Vous êtes tous des masos, c'est bien. Personne dit non? Ok. Ah, si, il y a un non quand même. Deux. Des bonnes soirées, hein. Non, en vrai, c'est chouette. On rigole bien. Euh, c'est cool. Putain, j'ai rarement vu autant de gens motivés comme ça. Ça change des cours en école, hein. Dans mon master, quand je demande qui veut être photojournaliste, pas vraiment qui lève la main. Et c'est un peu dommage d'ailleurs. Ok, on a un bon 93% de oui quand même. On est bien. On est pas mal. Ok. Euh, Ça, pour info, c'est le sac photo de Patrick Chauvel. Vous connaissez Patrick Chauvel? C'est dans une chambre d'hôtel en Ukraine. On est partis ensemble il y a 2 ans pour l'anniversaire du conflit et on a bossé ensemble pour le magazine BZ. Et donc j'ai fait une photo de son matos assez marrant, voir comment il traite ses optiques. Euh, D'ailleurs, si Chauvel, ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs interviews avec lui. Vous pouvez les écouter sur YouTube. C'est en accès libre, c'est gratuit.
Notamment la dernière sur Defense Zone, on a fait une interview où il parle de Dien Bien Phu, parce qu'il avait fait les photos du tournage du film. D'ailleurs, il y a des photos, il y a ces photos dans le dernier magazine, putain, je l'ai pas avec moi. Dans le dernier DZ, on a publié les photos de Dien Bien Phu, elles sont incroyables. Bon, bref, voilà. D'ailleurs, on voit son. J'ai mal coupé, on voit un peu sa tête là en bas. Euh, donc, c'est bien d'être motivé parce que c'est vraiment cool. Euh, je vous ai promis de vous montrer un peu en 2025 les nouveautés. Alors, le photojournalisme ne va pas radicalement changer en 2025. euh, Parce que ça changera pas. Enfin, le journalisme en soi change pas énormément. Les réseaux sociaux ont changé un peu le truc, mais par contre, 2025 est une année qui est intéressante parce qu'il y a plein de choses qui changent au niveau technologique, au niveau de la société, qui vont vous servir et qui vont aussi vous desservir. 2025, ça sera votre année, mais il y a aussi des points négatifs. Les points négatifs, c'est qu'il y a de moins en moins de budget, euh, qu'il y a de moins en moins de magazines qui payent bien. Quand je dis qu'ils payent bien, ça veut dire qu'ils payent très bien. Par exemple, quand j'avais bossé pour le Figaro Magazine, il m'avait payé 7 000 € le reportage. Aujourd'hui, le Figaro Magazine, il paye pas plus de 2 ou 3 000 €. Ça a été divisé par deux. Euh, Il y a des magazines comme Paris Match qui payaient, moi, ils me payaient 1 000 € la page photo. C'est énorme. Je faisais une double page dans Paris Match, c'était payé 2 000 €. Et encore, à l'époque, c'était encore mieux payé. C'était plus 10 000 €. Maintenant, c'est quelques centaines d'euros. C'est quand même beaucoup moins. Donc, il y a de moins en moins de magazines qui payent bien. Et il y a davantage de concurrence. J'ai dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a quand même de plus en plus de concurrence. Là, je suis en train de créer de la concurrence, parce que vous êtes plusieurs à vous lancer. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, quand j'ai dit dans le coquille d'hier que je faisais cette conférence, il y a certains qui m'ont dit non, arrête de former d'autres gens, s'il te plaît. Ouais. Et le fait est que, même si là, vous étiez plus de 1 400 à être inscrits à la conférence, au final, vous étiez plus que 300 à participer en temps réel. Donc, je sais pas s'il y en a qui attendent le replay ou pas, mais en tout cas, vous êtes que 300 motivés à être sur place aujourd'hui, hein. Euh, et, euh, et vous serez encore moins à aller au bout de cette formation. Il y en a qui ont, enfin, de cette masterclass, il y en a qui ont déjà abandonné. Il y en a qui sont retournés regarder la télé, regarder Squid Game sûrement. Et, euh, et même si vous arrivez au bout de cette conférence, il y a peu de chances que vous ayez au bout de la démarche de faire un reportage pour le proposer à des magazines. Donc au final, l'entonnoir, il se réduit de fou, quoi, de dingue. Donc, davantage de concurrence. Par contre, il y a des points positifs. D'ailleurs, les points négatifs que je viens de lister, c'est quelque part des points positifs parce que ça permet de s'il y a davantage de concurrence, ça permet de vous motiver encore plus, quoi. Exactement, c'est le principe des formations des commandos marines. C'est pareil pour les forces spéciales. Euh, les points positifs, c'est quoi? C'est que déjà, il y a plein d'outils incroyables qui vont vous faciliter la vie et qui vont vous permettre de progresser et d'atteindre vos objectifs. Je pense à deux choses, à l'IA et aux outils no-code de productivité. Euh, L'IA, ça va vous permettre d'apprendre à mieux écrire, à rédiger des synopsis, à faire des légendes photos, à préparer des reportages, à écrire des articles. Euh, le magazine des aides, il est quasiment écrit à 100% en partenariat avec l'IA. Je m'en sers comme assistant. L'IA, pour moi, c'est Jarvis dans Iron Man. Il y en a qui ont vu Iron Man. Le mec qui a Jarvis à côté, là, son IA, avant que ça devienne un truc de dingue, là, je sais plus quel épisode, c'est son assistant. Bah, c'est pareil, en fait. L'IA, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui a une autre forme d'intelligence, qui sait tout sur tout, et qui va vous permettre de vous améliorer, de vous relire, d'éviter de faire des fautes d'orthographe. Juste ça, déjà, ce serait pas mal pour beaucoup de gens. De trouver des meilleurs angles, de trouver des meilleures idées, de mieux brainstormer, d'améliorer vos textes. Donc déjà, ça, c'est cool. Après, il faut bien savoir s'en servir. Si vous ouvrez le chat GPT et vous posez une question éclatée au sol, du genre, écrivez-moi un article sur la géopolitique de l'or, oui, ça va être de la merde, c'est sûr. Par contre, si vous le configurez correctement, vous mettez un prompt qui fait l'équivalent de deux ou trois paragraphes et qui a des bons paramètres de ChatGPT, ça va mieux fonctionner.
Et pareil pour la productivité. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'accomplir plus en moins de temps. Donc, de gérer votre temps et d'arriver à faire plein de trucs. L'autre point positif, c'est qu'il y a un meilleur accès à l'investissement personnel. Ça n'a jamais été aussi simple d'investir en bourse, d'investir dans des cryptos, d'investir dans plein de trucs. Et alors, attention, je ne fais pas un cours sur les cryptos, je ne fais pas un cours sur la bourse. J'entends déjà les critiques arriver, mais c'est important de savoir quoi faire de son argent, en fait. Parce que dès que vous allez gagner 2, 3, 4, 5 000 euros avec vos reportages, oui, il faut payer les factures, oui, il faut payer les frais, etc. Mais il faut aussi apprendre à placer de l'argent pour que à la fin, vous ayez un truc qui ressemble à une retraite pour de vrai, quoi. Pas le truc, pas le scam de la retraite à répartition, là. Ça, c'est un Ponzi qui marche pas. Donc, en gros, il faut apprendre ce genre de choses. Et aujourd'hui, il n'y a jamais autant de ressources, il n'y a jamais autant d'outils, il n'y a jamais autant de banques en ligne pour réussir à faire tout ça. Donc, je vais pas développer le truc outre mesure, mais c'est vraiment un bon point à comprendre. Et enfin, de manière générale, il n'y a jamais eu autant de ressources, il n'y a jamais eu autant de connaissances. Donc, il n'y a jamais eu autant de facilité pour monter en compétences, que ce soit vous former en vidéo, former au montage vidéo, vous former à pilotage de drone, vous former à passer un examen de drone, enfin, passer plein de trucs. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. Et c'est beaucoup moins cher. Merci de dire que c'est pertinent à ce point. Euh, pour celui qui me fait la référence sur le parler d'argent, on est dedans en fait, hein. Euh, D'ailleurs, c'est un peu triste quand je parle à des photographes qui ont 60, 70 ans aujourd'hui, qui ont connu les meilleures années de journalisme, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui n'ont pas réussi à en placer ne serait-ce que 1% pour aujourd'hui gagner un peu d'argent. C'est un peu dommage en fait. Donc, les conseils que j'ai pour vous pour 2025, si ça vous dit. Le premier, c'est se former et investir en vous-même le plus possible, notamment pour apprendre à prendre en main ces nouveaux outils. Je parlais de l'IA, d'autres choses. Le deuxième point, c'est de se fixer des objectifs qui sont à la fois ambitieux et mesurables. Ambitieux, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire sortir de sa zone de confort et se dire, OK, à la fin de l'année, j'aurai publié 4 ou 5 reportages dans la presse. Et je me serais donné les moyens pour y arriver. Et ensuite, vous allez décomposer cet objectif pour l'atteindre. Je ne vais pas faire un cours sur la productivité, c'est pas le moment, mais l'objectif, c'est celui-là. Et mesurable, parce que ben, vous allez pouvoir vous dire, à la fin de l'année, est-ce que j'ai publié ces 4 ou 5 reportages, oui ou non? J'avais publié que 2, ok, j'ai 50% de mon objectif. J'avais publié 0, ok, j'ai 0%. Faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans cette année sans se poser des objectifs, en fait. C'est dommage. Et c'est pas genre la bonne résolution d'aller à la salle de sport pendant 4 jours, hein, ou de bouffer de la salade pendant 3 jours. C'est pas ça l'idée. Ou d'arrêter l'alcool en janvier. Là, c'est de se dire, à la fin de l'année, j'aurai atteint tel objectif. Et pour y arriver, il faut être vraiment organisé. Donc, il faut utiliser, par exemple, un outil comme Notion. Je sais pas si ça vous parle, Notion. C'est le logiciel le plus puissant aujourd'hui en termes de prise de notes, gestion de bases de données, etc. Moi, je meurs sans Notion aujourd'hui. Tous mes clients, tous mes prospects, euh, tout mon travail est sur Notion, dans des bases de données. Tout est trié correctement, de sorte à ce que je puisse bosser. Et j'ai créé plein de templates aussi pour gérer les reportages, pour gagner du temps, pour être tout le temps organisé. Et reprendre en main ses finances pour ne plus être frustré par l'argent. Parce que, encore une fois, je ne fais pas un cours d'économie ou un cours de finance, mais ce qui bloque beaucoup de photographes, non seulement à se lancer, mais à rester photographe, c'est la question du pognon. Euh, la phrase que j'entends le plus des gens qui abandonnent, par exemple des gens qui veulent quitter mon agence, c'est de dire, écoute, je dois retrouver un boulot alimentaire, j'ai plus d'argent, ou c'est pas qu'ils ont plus d'argent, mais j'ai peur de plus avoir d'argent. Souvent c'est ça. Euh, et en fait, plutôt que de penser à demain je vais plus avoir d'argent, il faut penser à comment je fais pour gagner de l'argent et comment je fais pour faire travailler cet argent pour qu'il travaille pour moi et que j'en ai plus besoin d'argent en fait. Parce que les gens qui n'ont pas de problème d'argent, quand vous parlez avec eux,
je sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler avec des millionnaires ou des gens qui ont vraiment du fric. Ils ont quand même beaucoup moins de problèmes dans la vie. Ils sont quand même beaucoup moins stressés. Ils ont quand même beaucoup moins de barrières quand il s'agit de se lancer dans un projet. Et tout ça parce que on a une éducation, c'est pas complètement notre faute, hein. C'est pas votre faute s'il y a ce problème-là. C'est la faute de nos parents, de notre éducation, globalement, de l'école, qui, en gros, dès qu'on parle d'argent, c'est pas bien. Donc, si toute la vie, on nous a appris à dire que l'argent, c'est pas bien, ben forcément, ça va être compliqué. Euh, et enfin, le dernier conseil que j'ai pour vous, je répondrai à vos questions après, je vous présente un peu ce que je propose, c'est de passer à l'action. Plus vous allez faire, plus vous allez tenter des choses, plus vous allez avoir des chances de réussir. Ça a l'air con dit comme ça, mais il y a plein de gens qui font rien en fait, qui n'avancent pas, qui testent pas. Et je parle même de gens qui bossent plutôt pas mal, mais qui vont pas bosser plus. Il y a des gens, je connais, j'en connais quelques-uns là, d'ailleurs ça me rend fou quand je parle avec eux de ça, qui me disent non mais c'est bon, je gagne tant d'argent par tous les ans, ou tous les mois, j'ai pas besoin de plus. En fait, c'est dommage parce que le jour où il y a vraiment une merde, bah, il faut quand même plus se lancer. Il faut continuer quoi. Ok. Je vois que ça parle d'outils dans le chat, on en parlera après. Bon, question pour vous. Est-ce que je vous parle un peu de ce que je propose, sachant qu'il n'y a pas d'offre derrière particulière, si je vous montre, et ça permettra aussi d'avoir dans la vidéo un passage où je réponds à la question qu'on me pose souvent, du genre, c'est quoi la différence entre telle ou telle formation ou tel truc? Est-ce que vous voulez apprendre à créer et vendre des reportages qui feront que vous serez un des rares photographes, parce qu'au final, on n'est pas 50 000 à être publiés dans les médias? Ouais, 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 ouais. J'ai pas fait de sondage pour ça, mais bon, je vois que c'est oui, c'est bien. Ok. Alors, j'ai 4 niveaux de solutions à vous proposer, en fonction c'est globalement ce que les autres proposent aussi. On peut voir les niveaux. Euh, le niveau 1, le moins cher, on va dire, c'est les livres, c'est les e-books, parce qu'un bouquin en numérique est toujours moins cher qu'un bouquin en physique. Euh, ensuite, ça va être les masterclass en ligne, des ateliers, des cours en ligne. Ensuite, ça va être les formations en présentiel. Moi, j'appelle ça des immersions parce que pendant 2 jours, parfois un peu plus, on s'immerge là-dedans. Et le niveau 4, c'est le niveau agence, collectif. Bon, c'est ce que moi je propose avec le collectif DR. Mais on le fait sur candidature. D'ailleurs, on va réouvrir dans pas longtemps mon j'enregistre. On ouvre 2 fois par an, en janvier et en septembre. Donc déjà, les bouquins, moi je propose ça. Donc je vais montrer le premier qui est sur les secrets du photoreportage, qui est publié chez Roll, avec beaucoup de photos. Et j'ai fait 2 autres bouquins en lien avec cette thématique. J'ai fait 8 livres en tout, mais c'est 2 bouquins qui sont en lien avec cette thématique. Photographe stratège et photojournalisme sans la presse. Celui-là est forcément plus axé photojournalisme et celui-là plus photographie, métier de la photographie. Donc ça, vous avez, enfin ces deux, les trois, vous avez sur Amazon. Donc si vous voulez voir sur Amazon. Ensuite, il y a les masterclass en ligne. Donc techniquement, il y en a 5 parce qu'il y a une masterclass sur l'IA que j'ai pas rajouté sur le slide. On va faire que je le rajoute. J'ai une masterclass pour qui est la plus complète, qui est la masterclass photographe pro, qui date maintenant. Je l'ai mise à jour. Je les mets toutes à jour, au moins une fois ou deux par an. Et la masterclass photographe pro, elle date de 2015 ou 2016, je crois. C'est un peu vieux. Mais elle est mise à jour tout le temps. Donc, il y a plein de trucs sur la photo de mariage, la photo de portrait, la photo corporate, la photo de stock, le marketing, la vente, l'organisation, plein de choses. Il y en a une plus axée entrepreneur, sur le business plan, sur les stratégies de vente, le mindset, la communication, le marketing. Une autre sur le journalisme. Là, c'est un condensé d'une école de journalisme en, je crois qu'elle doit faire 20-25 heures. Trouver les bons titres, les bons sujets, apprendre à rédiger, écrire, faire les interviews, un peu de juridique, un peu de tout. Et masterclass productivité pour apprendre à gérer son temps. Je vous ai mis un lien, je vous le remets dans le chat. Ça intéresse, pour aller jeter un œil.
Ok, toutes mes excuses, on est revenu en live. Est-ce que tout le monde est là? Désolé, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Ok, on est de retour. On n'a pas perdu trop de monde, ça va? Les joies du direct, désolé. Du coup, on était à ça, les immersions, donc je disais sur 2 jours, c'est un condensé du truc précédent. Donc c'est un petit groupe, hein, c'est à chaque fois 5 personnes maximum sur 2 jours. Euh, et voilà, ça plaît, hein, ça fait ça, je fais ça depuis plusieurs années. Et ça aide pas mal de gens. Et enfin, le collectif DR, donc certains posaient la question de comment ça fonctionnait. Donc je vais répondre très rapidement. Je serai peut-être en live prochainement sur ça quand on recrutera à nouveau, pour ceux que ça intéresse. Et globalement, le collectif DR, c'est une agence de photoreporters. C'est une agence dans le sens où il y a une direction commune, il y a une identité d'agence, une crédibilité d'agence, il y a une carte d'agence. Euh, on peut faire des lettres d'accréditation pour s'accréditer à des événements. Il y a des gens qui couvrent l'Assemblée nationale, il y a des gens qui partent à l'autre bout du monde, qui ont besoin de passer un checkpoint. Là, dernièrement, quelqu'un est parti à Damas. Il avait besoin d'une lettre de mission pour passer des checkpoints à Damas. Notre carte de membre, elle a passé aussi des checkpoints en Irak. Bon, après, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Pour suivre le Vendée Globe, ça marche aussi. Enfin, et derrière, vous avez accès à des outils de diffusion comme les autres agences, au même niveau que les autres agences, notamment sur Pixpalace. Euh, Si c'est bon pour l'enregistrement. Merci Miela. Du coup, derrière, c'est des outils de diffusion, mais surtout de formation. En fait, on accompagne les photographes, on leur donne des formations, on fait un retour sur leur travail. C'est aussi ce que je fais dans les masterclass, hein. C'est la partie formation des masterclass, une partie. Euh, Surtout, après, c'est la partie réseau. On a une messagerie en ligne interne. Les gens peuvent poser des questions entre eux, s'entraider s'il y a besoin. On fait tous les ans aussi un livre photo qui ressemble à ça. Donc ça, c'est la dernière édition du livre qui est sur le sport. Et on en fait un tous les ans. Donc là, c'est le numéro 4. On fait des expos, on fait des projets, on fait plein de trucs. Euh, Si vous allez sur le site collectivedr.com, vous verrez un peu toutes les infos. Et la possibilité de candidater si ça vous intéresse. On prend des gens en fonction de leur localisation, en fonction des besoins. S'il y a besoin de plus de gens sur Paris ou ailleurs, par exemple. On a des gens qui sont à l'étranger. On peut être à l'étranger, c'est même bien. On a quelqu'un en Thaïlande, au Canada, en Afrique, un peu partout. Et en fonction de leur niveau photo aussi, forcément. Il faut que les gens soient bons techniquement, dans le sens où si on vous envoie sur une commande, il faut que vous soyez capable de répondre à la commande, faire un portrait, faire des photos de reportage. Et ensuite, on vous apprend tout ce qui est démarchage de rédaction et on vous accompagne. Sur le plan économique, comment ça fonctionne? C'est une très bonne question. C'est une cotisation annuelle, comme la plupart des autres collectifs, hein. Les autres collectifs fonctionnent pareil. La particularité qu'on a par rapport aux autres collectifs, je pense à Divergente, Sansukas, etc., c'est que nous, on est les seuls à faire un vrai accompagnement avec des formations en ligne, des séminaires en présentiel. On se réunit 2 fois par an minimum, à Perpignan pour Visa pour l'image, où on loue des maisons, etc., et à Toulouse. Euh, et, euh, et après, on a les mêmes systèmes de diffusion que les autres. Euh, je vous montre un petit peu, ça c'est 2 témoignages que je peux vous montrer. Je ne vais pas les montrer, ça sera trop long, mais pour montrer que ça marche. Parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu dubitatifs sur le fait que les formations en ligne ou les accompagnements, ça fonctionne. Vous avez l'exemple de Gilles qui est devenu reporter de guerre aussi parce qu'il a fait plusieurs reportages à l'étranger, et notamment de territoire en guerre. Quand il était dans le DR et qu'il avait suivi les formations, les masterclass, il avait fait 10 000 € de vente en 6 mois, ce qui était pas mal. C'est un peu notre top vente à ce moment-là quand on avait lancé le truc. Et Emeline aussi, avant qu'elle soit même recrutée dans DR, parce que je recrute aussi des gens dans DZ, pardon, dans mon magazine. Donc elle a été pendant plusieurs années pigiste dans DZ, donc payée en carte de presse, etc. D'ailleurs, elle a obtenu sa carte de presse grâce à Défense Zone, ce qui est plutôt cool. Je répondrai à toutes les questions après, hein. Si vous voulez, je continue. Je réponds proposez-moi les questions après, ce sera plus simple. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est les publications des autres, des membres du collectif. Ça, je vous laisserai voir. Euh, Sachant qu'il y en a qui sont mieux payés que d'autres, hein. Il y a des publications qui vont être payées 50 euros, d'autres 500 euros, d'autres
4 euros, d'autres 1000 euros. Il y a un peu de tous il y a un peu de tous les tarifs, quoi. Euh, je termine sur un truc important avant les questions. Euh, sur des erreurs que moi j'ai fait et que je vous encourage à pas faire pour gagner du temps. Et notamment sur ce qui m'a bloqué moi aussi au début. Quand on me proposait des formations, quand on me proposait de me former, je disais non. Pourquoi? Parce que globalement, la plupart des photographes refusent de se former, que ce soit par ego ou par croyance limitante, en se disant non, mais je vaux mieux que ça, c'est pas pour moi, j'avais pas besoin, etc. Euh, voilà. Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je valorisais le fait d'être autodidacte. En fait, on n'est jamais vraiment autodidacte parce que c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'école qu'on n'est pas autodidacte. C'est un peu une connerie. Euh, et être autodidacte, ça veut juste dire payer avec son temps et de refuser les raccourcis qui sont apportés par l'argent. C'est comme vouloir se taper la traversée de Paris en RER dans les bouchons, enfin dans les pendant les grèves, etc. Plutôt que de prendre un Uber et de d'aller plus vite, quoi. C'est pareil en fait. Donc parfois c'est mieux d'acheter du temps et d'acheter des raccourcis. Et le truc que j'aurais bien voulu comprendre au début aussi, c'est quand on change rien et qu'on reste dans ce cycle frustrant d'envoyer des mails qui sont sans réponse et qu'on voit les autres qui arrivent, ben ça nous flingue en fait. On a envie d'abandonner. Moi, plusieurs fois, j'ai failli abandonner. Heureusement, j'ai continué. Et heureusement, j'ai continué à investir en moi parce que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Et ça, c'est pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui diront ça pour vendre des formations crypto ou autre chose. Mais mine de rien, c'est quand même le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'investir en soi, quoi. Et pas dans du matos, pas dans des boîtiers à 5000 balles, pas dans des billets d'avion pour aller à l'autre bout du monde sans savoir qu'est-ce qu'on va faire des photos. Mais d'abord investir dans un truc tout con qui est un bouquin à 10 euros qui va vous expliquer déjà beaucoup de choses, ou dans une formation ou dans autre chose. Euh, et chaque jour où on attend, c'est une opportunité qui nous échappe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut inverser la tendance dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ce live aussi en début janvier, parce que c'est pas mal d'avoir ce petit moment où tout le monde est boosté, tout le monde a envie de faire mieux que l'année qui vient de se passer. On est tous d'accord que 2024, c'était de la merde. On est tous d'accord qu'on n'a pas réussi à obtenir tout ce qu'on voulait, à faire ce qu'on voulait. Et là, on a l'impression d'avoir plein de temps devant nous pour renouveler le truc. En fait, il n'y a pas beaucoup de temps forcément. Et ça commence dès maintenant. Il faut faire le choix. Soit on avance seul et on prend les risques de perdre encore plus de temps, soit on investit pour gagner en compétences, en confiance et surtout en résultats. Et n'oubliez pas, je vous remets la slide de tout à l'heure, c'est possible quand il y a la bonne méthode, quand on travaille, quand on n'abandonne pas. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent avant d'avoir trouvé ce qui fonctionnait. Donc ça prend du temps, ça demande de l'investissement, mais ça vaut le coup. Donc maintenant, je réponds à toutes vos questions. Et vous avez vu, j'ai pas fait d'offre pour 4697 euros. Donc voilà, vous avez le truc, vous savez où aller. Je vous enverrai des mails dans les prochains jours pour vous informer de ce que je propose aussi. Si ça vous intéresse, tant mieux. J'espère que cette conférence vous aura apporté de la valeur. Dites-le moi si c'est le cas. Et je réponds à vos questions. Alors, question. Que me conseillez-vous comme contact de rédaction pour mes photoreportages en terrain politique? En fait, ça dépend de tes sujets, ça dépend de tes angles. Mais en fait, potentiellement, toutes les rédactions sont intéressées par des trucs sur la politique. Alors, pas toutes, par exemple, l'équipe magazine, ils vont pas trop parler de politique, sauf s'il y a un lien avec le sport. Pour les magazines un peu religieux, c'est pareil. Donc, ça va dépendre de l'angle que tu vas choisir sur l'histoire que tu vas raconter. Le meilleur moment pour commencer à investir était hier, le deuxième meilleur moment est aujourd'hui, et le pire des moments, c'est d'attendre demain. Merci Joris, c'est exactement vrai. Mais là, déjà, ce qui est bien, c'est que vous êtes déjà encore plus d'une centaine connectés. Donc, bravo, merci d'être là jusqu'à la fin. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble, malgré même une petite coupure qui, j'espère, aura pas flingué le replay. Mais merci d'être là, bravo de prendre ce temps. Et franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est appliquer tout ce que je vous dis là ce soir. Appliquez tout.
pour ne pas avoir juste perdu du temps, en fait. Combien la cotisation de DR? La cotisation de DR, elle est à 1164 € par an. Il n'y a pas de frais en plus, de machin, comme certains font, des frais de dossier, je sais pas quoi, il n'y a pas. C'est inclus pour tout. Tout inclus, la carte, etc. Peux-tu expliquer pourquoi tes sujets étaient refusés à tes débuts et comment tu as remédié et quel logiciel de traitement post-prod tu utilises? Alors, le logiciel que j'utilise, c'est Lightroom pour la photo. Alors, pourquoi les sujets étaient refusés à mes débuts? C'est parce que déjà, les sujets n'étaient pas forcément intéressants pour les médias à qui je les proposais. Il y avait un problème d'angle et un problème de choix de rédaction. Et ensuite, parce que mes cadrages n'étaient pas assez bons et j'ai dû vachement progresser sur ça. Euh, donc, j'ai suivi quelques formations. J'ai pas mal expérimenté des trucs. J'ai demandé l'avis de plein de gens et j'ai produit euh, en étant le plus rigoureux possible. Et derrière, ça a payé. Euh, Parce qu'au final, à force d'insister, à force de proposer, à force de demander aussi pourquoi ça intéressait pas, et c'est de trouver du feedback et améliorer, ben en fait, ça a fini par fonctionner. Mais après, c'est un travail de tous les jours, hein. Il y a plein de rédactions à qui j'ai pas encore vendu. Alors, je pense qu'il y a quasiment, je pense que j'ai vendu au moins une photo à toutes les rédactions en France, c'est sûr, via Pixpalace, etc. Mais j'ai pas vendu des sujets à tout le monde. Et ça, c'est un peu mon petit challenge perso. J'aimerais bien réussir à cocher toutes les cases. Mais après, via Pixpalace, ce qui est bien, c'est que tu mets tes photos en stock, en ligne. Et de temps en temps, tu as Libération, Télérama, Le Monde, etc., qui téléchargent une photo, qui l'achètent, sans que tu aies rien à faire. D'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais la photo que vous voyez ici, là, c'est une photo que j'ai faite en Grèce il y a 2 ou 3 mois. Elle me fait marrer cette photo parce que c'est un pilote américain de F-35. Sa gueule, elle est géniale, quoi. C'est vraiment l'américain, quoi. Et autour, tous les journalistes, ces journalistes qui ont été invités par l'OTAN pour faire un peu de propagande pour l'OTAN et leur démonstration de force où en gros ils ont fait voler je sais plus combien d'avions pour montrer que si la Russie faisait un peu chier dans l'espace aérien, bah, ils allaient s'en occuper. Et du coup, moi j'étais invité aussi par l'OTAN, c'est un voyage de presse, donc j'étais invité, tout frais payé, pour faire un reportage. Et du coup, bon, c'était pas ouf en photo. C'est une des rares photos que j'aimais bien du reportage. Mais voilà, j'ai montré justement l'angle de la photo, c'est de montrer le côté backstage du truc, tout en mettant un maximum d'informations sur la photo. Là, vous voyez que il y a tous les rafales français derrière. C'est rare qu'on voit autant de rafales alignées comme ça, armées, etc. Et vous voyez toute la presse autour, agglutinée. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'ai appris à force sur le terrain. Alors, Daracine qui dit les livres, c'est une bonne référence. Oui. Merci pour ce contenu très intéressant. À très bientôt. Bah, merci, Jérôme. Est-ce qu'on peut voir un exemple de PDF, synopsis PDF? Bah, pas ce soir, hein, on va essayer de finir les questions et tout. Mais je referai peut-être des trucs où hmm, j'en garde aussi un peu pour les masterclass. Euh, Bravo Fred pour cette masterclass de bonne qualité digne d'un prof de Sciences Po. LOL. Putain, j'espère que c'est bien, que c'est gentil. Euh, Quand on envoie nos synopsis, on donne d'office nos photos en postulant. Non, pas du tout, Emilia. Quand tu envoies un synopsis, tu envoies des photos qui sont en basse définition. Donc techniquement, les journaux peuvent pas en faire grand-chose. Et de toute façon, c'est très rare. C'est même quasiment, ça n'arrive quasiment jamais que des journaux crédibles, sérieux, professionnels volent des photos comme ça. Ils savent très bien qu'ils risquent trop con. Ça, c'est un autre truc qu'on apprend aussi dans les formations et que on fait dans DR, c'est que les membres de DR, à chaque fois qu'ils mettent des photos en ligne sur notre serveur, elles sont automatiquement taguées par Pixtrack, qui est un service comme Pixpalace. C'est la même boîte qui va traquer les images sur Internet et sur les journaux. Et si on voit une photo qui a été volée, on envoie un courrier d'avocat et on gagne de l'argent. Donc en fait, c'est cool. Tu vois. Limite, c'est cool de te faire voler des photos parce que tu peux gagner de l'argent. Bon, ça, personne ne dira ça, hein. Comment obtenir sa carte de presse? Ah là là. Pour faire court, les conditions d'accès à la carte de presse, elles sont sur le site de la commission de la carte de presse, la CCIJP. En gros, c'est assez simple. Il faut gagner sur 3 mois consécutifs pour la première demande un demi-SMIC.
et sur 12 mois pour le renouvellement dès la deuxième année. Donc en gros, tous les mois, tu dois gagner l'équivalent d'un demi-SMIC en salaire provenant d'une entreprise de presse qui est donc référencée par la commission de la carte de presse. Par exemple, le magazine Défense Zone est référencé par la commission de la carte de presse parce qu'il a un numéro de commission paritaire, c'est un vrai journal. C'est pas le cas de tous les journaux. Et il faut que 51% de tes revenus proviennent de la presse. C'est-à-dire que si par exemple tu fais 1000 euros par mois de presse, mais 1500 euros de mariage, ça marche pas. Et tous les ans, il faut envoyer un dossier pour renouveler ta carte. Et des fois, tu la perds une année ou deux parce que tu n'as pas gagné assez d'argent. Moi, par exemple, je l'ai perdu en 2015. En 2015, j'étais encore étudiant. Non, je suis une connerie. J'étais pas étudiant en 2015. C'est juste que j'étais un peu fauché. Mais par contre, je gagnais de l'argent à côté parce que je bossais, je faisais des petits boulots. Et du coup, je gagnais trop en faisant mes petits boulots par rapport à la presse. Et du coup, ils m'ont refusé la carte. Et après, en 2016, je l'ai re-eu. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai eu tous les ans. Et là, normalement, je l'aurai en 2025. J'attends la réponse de mon dossier. Quelle place pour l'improvisation et le changement d'angle sur place? Plein de places, en fait, Mathilde. Tu peux. Moi, quand je pars en reportage, je pars avec, dans ma tête et dans mon Notion, au minimum 5 ou 6 angles différents. Mais quand j'arrive sur place, il se trouve qu'il y en a un qui est impossible à faire parce que la personne ne veut plus ou parce que c'est pas possible ou c'est trop compliqué. Bah, tu essaies de trouver d'autres trucs et tu trouves d'autres trucs. Des formations Notion à conseiller. Je te conseille de suivre sur YouTube Shubham Sharma, comme ça se prononce. Mais si tu tapes Shubham Notion, tu vas tomber directement sur lui. C'est un mec qui est super calé sur ça. T'as des nanas qui font ça aussi très bien, je sais plus leur nom. Il y a 2 ou 3 youtubeuses qui sont douées là-dedans. Et si tu tapes formation Notion sur YouTube, tu vas trouver plein de choses. Et gratuit aussi. Après, les formations de Shubham payantes sont très bien. Moi, j'en ai suivi 2, elles sont très bien. Elles sont payantes, elles sont un peu chères, mais en même temps, enfin, cher, ça veut rien dire parce que si c'est utile, c'est pas cher. Donc moi, je suis très content de les avoir payées parce qu'elles m'ont appris plein de choses. Euh, Comment cibler les rédacs et savoir quel angle proposer à qui? Bah, en fait, ça dépend du sujet, ça dépend aussi, il faut connaître les journaux à qui tu proposes. Si tu sais pas que le Figaro, ben, c'est un peu de droite et ils font beaucoup de politique, beaucoup d'économie, ça sert à rien de leur proposer un sujet sur les LGBT ou sur le sport, tu vois. C'est pas forcément la ligne. Donc, tu choisis en fonction du sujet et des rédactions. Est-ce que je peux donner mon avis sur ton travail, Alexis? Bah là, ça va être un peu compliqué sur une visio, mais envoie-moi un mail, tu vois. Alors, Jean-François, écrire un article, c'est touchy, ton éditorial, tes supports, etc. Peut-on envisager de proposer un sujet essentiellement photo plus légende? En fait, quand je dis il faut faire un synopsis avec du texte, ça veut pas dire que tu vas écrire toi-même l'article, hein. Parfois, ce qui se passe, c'est que la rédaction, elle dit, OK, on t'achète des photos, et il y a un journaliste à nous qui va te contacter pour faire le sujet. On va te mettre en binôme, etc. On propose d'écrire le texte, mais tous le font pas. Est-ce que tu peux expliquer le coquille d'herbe? Je viens de le faire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et la soirée pour former. En soirée pour former, je t'en prie, Aurélien. Maxime, comment développer sa créativité pour avoir des idées de reportage? Développer sa créativité, il faut faire des images, il faut regarder des photos, il faut aller voir des expos, il faut aller voir des projections, il faut regarder des films. Moi, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries. Ça me forme mon regard. Euh, les directeurs de la photo en film, ils sont trop forts, quoi. Ils arrivent trop bien à retransmettre l'émotion, à cadrer et tout. Donc, les films, c'est une bonne idée. Et regarder le travail des autres. Est-ce que tu peux trouver des financements pour des reportages ou c'est que de l'autofinancement? Alors, tu peux trouver des financements, Nora. Moi, ça m'est arrivé de produire des livres pour financer des reportages, faire des expos. Tu as des concours, des bourses photos, des résidences, des prix, des concours, tu peux bosser aussi avec des marques pour te financer. Moi, j'ai financé des billets d'avion. J'ai eu des nuits d'hôtel gratos en échange d'une presta photo ou en échange de photos ou en échange juste d'influence parce que j'avais un blog aussi. Voilà, tu peux financer des choses. Là, la photo que tu vois, je t'ai dit, là, j'étais financé par l'OTAN en quelque sorte. Ils m'ont payé le billet d'avion et l'hôtel et la bouffe et même l'alcool. Mais l'alcool, c'est mal. Photo mécanique en préliminaire avant Lightroom pour le champ IPTC. Ouais, photo mécanique.
Oui, il paraît que c'est pas mal, j'ai jamais testé. Le métier peut-il rester très local, régional, vu de très bons reportages sur Ouessant, à la Gacilly par exemple? Est-ce que c'est un créneau viable en 2025? Oui, Eric. C'est même carrément une bonne idée d'être local. Moi, j'ai plein de potes qui sont photographes vraiment de leur région, de leur département, moi, qui connaissent parfaitement leur coin, et c'est eux qui casent le mieux. Parce que l'actualité, c'est local. Ce qui intéresse les Français, c'est ce qui se passe en France, essentiellement. En école de journalisme, on parle d'un truc qui s'appelle la mort au kilomètre. C'est ultra glauque, mais en gros, c'est une échelle qui dit, euh, en gros, le lecteur va être intéressé s'il y a beaucoup de morts. Mais globalement, les morts ne se valent pas. Un mort dans ton quartier, c'est plus intéressant que 5000 morts à Gaza. Tu vois. Et on le voit. Là, depuis le début, il y a eu quoi? Depuis octobre de l'année dernière, il y a eu 40 000 morts à Gaza. Tout le monde s'en fout, globalement. Demain, il y a un mec qui assassine un autre mec dans ton quartier. Ça va faire la une des journaux pendant 3 mois. Tu vois, la mort au kilomètre. C'est glauque, mais ça marche. T'as reconnu les FAU Phantom. Bien joué. Tu peux donner à nouveau le nom de la plateforme pour mettre ses photos en vente pour les médias. La plateforme, c'est Pixpalace. Merci pour le partage. Euh, je t'en prie, Sarah. Existe-t-il une grille référence des tarifs? Alors, il y a des barèmes qui existent, notamment les barèmes de l'UPP ou de la SAIF, qui sont des sociétés d'auteurs. Enfin, la SAIF, c'est une société d'auteurs. L'UPP, c'est un syndicat de photographes. Ils ont fait des barèmes qui tiennent la route. Y a-t-il une alternative à la carte de presse? Ben, en fait, pas vraiment, dans le sens où la carte de presse, c'est la carte de presse. Il y en a 35 000 en diffusion en France tous les ans. On n'est même pas 200 ou 300 photographes à en avoir une. Après, il y a des cartes d'agence. Nous, on a une carte d'agence dans DR qui ouvre pas mal de portes, mais ça reste une carte d'agence, c'est pas la carte de presse. Tu vois, par exemple, l'UPP propose une carte, la FFPMI propose une carte. D'ailleurs, la FFPMI sont dans l'illégalité parce qu'ils proposent une carte avec une cocarde tricolore pour copier la carte de presse, ce qui est interdit par la loi, mais ils comprennent pas, je pense. Donc, c'est con, mais. Merci, masterclass fort intéressante et vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Y a-t-il une réflexion autour d'un statut équivalent aux intermittents de spectacle? Je sais pas, mais je crois pas. Je pense que les intermittents, ils ont pas envie de partager le steak. Déjà qu'ils en ont de moins en moins. Merci beaucoup pour ton retour et pour les infos, subtilités qui me manquaient, que je savais pas où trouver. Je t'en prie, Emilia, c'était le but. Si j'ai bien compris, un angle est une micro-thématique dans une thématique de photo-reportage. Ouais, en fait, c'est vraiment l'angle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot sur lequel tu vas raconter une histoire. Merci beaucoup pour cette masterclass, je t'en prie. Mille merci d'avoir partagé toute ton expertise. Merci pour ce webinaire, je vais consulter tes masterclass. Je t'en prie. Putain, je suis à la bourre sur vos questions là. Je suis encore à 21h39 et 21h42. Euh... Quelle est la démarche pour avoir accès à une masterclass? Tu vas sur le site que je t'ai montré tout à l'heure et tu remplis la candidature. Est-ce que tu peux financer tes reportages grâce à un crowdfunding? Oui, tu peux. Moi, j'ai financé des livres, j'ai fait 4 ou 5 crowdfunding. Ça marche bien. La piqûre est une valeur sûre. Oui. La détresse du midi, on adore. Faut-il systématiquement faire remplir un droit à l'image pour tous les sujets personnes photographiées? Techniquement, oui, mais liberté de la presse, attaquer un photographe, c'est pas solvable. Les gens le font pas, en général. Mais on devrait le faire. En photo, le meilleur reportage se fait au bout de la rue, oui, mais c'est bien aussi d'aller loin, des fois, en dehors du bout de la rue. Y a-t-il des possibilités de prise en charge partielle des masterclass ou des immersions? Elles peuvent être prises en charge à 100% avec un OPCO type Avdas ou FAFSEA. J'ai pas gonflé les prix comme les concurrents ont fait, donc tu peux le faire. Euh, Souvent du mal à ouvrir un sujet en local et une portée plus large et photojournalistiquement publiable. Quel conseil? Attends, j'essaie de comprendre ta question. Je veux bien que tu repasses la question, s'il te plaît. J'ai pas compris la tournure.
Je commence à fatiguer là. Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire à Pix Palace? Non, c'est que pour les agences. UPP, c'est pas l'Union des photographes de presse, hein, c'est l'Union des photographes professionnels. Attention, il y a très peu de photographes de presse à l'UPP. Hein. Quand j'entends des mecs qui publient, hein, il y en a très peu. D'ailleurs, me lancez pas sur ça parce que quand tu dis la priorité n'est pas d'investir dans du matos, peux-tu développer? Bah, je veux dire, il faut pas. Ah merde, j'ai perdu le truc. Ça a sauté. Vous êtes trop nombreux. Pour le matos, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier matos à la mode, c'est ça que je veux dire. Ne dépense pas tout ton argent dans le matos. C'est complètement con en fait. C'est bien quand on est en club photo pour se la péter, mais quand on est professionnel, on s'en fout du matos. Merci pour ton partage et pour les podcasts. Je t'en prie. Qu'est-ce qui suffit en termes de matos? Un boîtier, une optique, un zoom. Moi, je suis team zoom. J'ai un 24-70, un équivalent 24-70 en Fuji. Et ça marche très bien. Ah, merci, vous êtes trop gentil. Les messages sont trop gentils. Ça fait plaisir. J'essaie de lire. On arrive au bout là. Lors d'un reportage, comment tu trouves les contacts sur place vers qui tu te rapproches? En fait, ça dépend les reportages, mais quand tu pars en zone compliquée, en général, tu te demandes d'avoir un fixeur. Un fixeur, c'est une personne qui va être à la fois ton traducteur, ton chauffeur, ton ange gardien, ton facilitateur. C'est le mec qui va négocier pour toi dans une langue que tu parles pas. En Ukraine, par exemple, j'avais un fixeur tous les jours. Si tu pars en Syrie, il va te faire un fixeur. Après, en France, t'as pas besoin forcément, mais tu cherches des contacts. Tu demandes à ton réseau, tu regardes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, partout. Tu cherches. En fait, il n'y a pas de solution magique, il faut chercher. Et il faut avoir le meilleur réseau, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Euh, tu sais, il y avait un mec qui disait on est à cette relation de serrer la main d'Obama, à cette poignée de main d'Obama. À l'époque, il disait ça. Et en fait, c'est vrai, tu connais un mec, qui connaît un mec, qui connaît un mec, qui connaît Obama. C'est pareil, en fait, pour tout. Je guette les masterclass et ta photo d'écran est terrible. Merci, Emilia. Oh là, je rentrais pas dans le truc de Gaza, là. Désolé, Sandra. Je travaille avec quel objectif photo? Je bosse avec un 16-55 de 8 de Fuji et un 55-140 de 8. Est-il possible d'être photoreporter en passant par le portage salarial? Oui, bien sûr. Mais en fait, ça sert à rien parce que quand tu es payé par les journaux, tu es payé en salaire, donc c'est du salaire. Tu vois, portage salarial, ça veut dire que tu perds une commission dessus. Quand tu es payé en salaire par la presse, tu cotises au chômage, tu cotises à la formation professionnelle, tu cotises à la retraite. C'est pas mal quand même. Tu cotises au système de Ponzi de la France. Très intéressant, instructif, merci. Comment t'as eu un fixeur? J'ai demandé à un pote un contact de son fixeur. Je couvre en local. Ah oui, Anne, ta question, du coup, je couvre en local des sujets qui pourraient aller vers la presse, mais toujours du mal à trouver une ouverture plus large pour la presse. En fait, local, enfin, presse, c'est pas local ou pas local. C'est juste, en gros, en fonction de ton sujet, il faut trouver le bon angle pour la bonne rédaction. Merci beaucoup pour vos messages, c'est trop gentil. Je ne vais pas tous les lire, mais ça a l'air de vous avoir beaucoup plu. Vous êtes encore 73 en ligne. Faut aller dormir maintenant. Là, on peut aller voir Squid Game. Cool. On peut arriver au bout. Et ben, dans ce cas-là, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été super nombreux à vous inscrire. Euh, c'est cool de voir de nouvelles têtes, même si je n'ai pas vu les têtes, mais je vois de nouveaux prénoms. Donc c'est cool. C'est toujours plaisir de partager une passion ce métier que j'aime. Et j'espère que ça vous aidera et que ça vous inspirera. Donc passez une bonne soirée et puis bonne année.
J'espère que 2025 sera l'année, la meilleure année que vous aurez. Et voilà. Merci à tous et à très vite.